Le vol Air Nord 217 a décollé de Paris-Charles de Gaulle à 7h42 du matin. À bord se trouvaient 143 passagers, 2 pilotes, 4 hôtesses de l'air et une jeune femme que personne n'a remarquée. Elle occupait le siège 14F côté fenêtre. Poule gris, cheveux châtains lâchés, vieux écouteurs autour du cou, un sac à dos en tissu usé sous le siège. Personne ne la regardait, personne ne connaissait son nom. Mais dans 3 heures, le commandant de cet avion allait crier ce nom par l'interphone et les 143 passagers allaient retenir leur souffle. Elle s'appelait Mara Dubois. Elle avait 26 ans. Elle vivait dans un petit appartement en banlieue de Lyon. Elle travaillait comme technicienne de maintenance sur un aérodrome régional. Elle gagnait juste ce qu'il fallait, mangeait ce qui était nécessaire, n'en demandait pas plus. Ce jour-là, elle voyageait à Lisbonne, ni pour le tourisme, ni pour le travail. Elle voyageait parce que son père était dans un hôpital portugais et que personne d'autre ne pouvait y aller. Le billet, elle l'avait acheté avec les derniers 180 € de son compte. Le tarif le plus bas disponible, siège arrière, pas de bagages en soute, pas de menu à bord. Quand elle est montée dans l'avion, l'hôtesse de l'air aux cheveux blonds attachés l'a regardée de haut en bas et a désigné le compartiment supérieur avec un sourire en plastique. « Ici en haut, s'il vous plaît, vite, nous retardons le départ. » Mara n'a pas répondu, a rangé son sac à dos, s'est assise, a fermé les yeux, a pensé à son père. L'homme du siège 14D était différent. Costume sombre, montre argentée, attaché case en cuir noir posée sur les genoux. Il n'a même pas quitté des yeux son téléphone quand l'avion a reculé. Il s'appelait Didier Bertrand, directeur régional d'une entreprise de logistique basée à Marseille. 48 ans, habitué à la première classe. Ce jour-là en classe économique parce que sa secrétaire avait réservé le mauvais vol. Il laissait des messages vocaux furieux depuis 20 minutes. Quand l'avion a commencé à rouler, Mara a ouvert les yeux un instant et a regardé par la fenêtre. Le ciel de Paris était clair, bleu, propre, froid, parfait. Quelque chose dans ce ciel la calmait, toujours la calmait. Depuis son enfance, son père, Claude Dubois, avait été pilote, non d'avions commerciaux, mais de l'aviation militaire, 23 ans dans l'armée de l'air et de l'espace. Il avait volé des chasseurs, des avions de transport, des missions d'entraînement. Il avait atterri dans des conditions que la plupart des pilotes n'imaginent même pas. Et depuis que Mara avait 6 ans, il l'emmenait à l'aérodrome. Il lui a appris à lire les instruments avant qu'elle ne sache multiplier. Il lui a expliqué ce que signifie une panne de moteur, avant qu'elle ne comprenne ce qu'était la gravité. Il lui a appris à rester calme quand tout échoue. « Les avions n'ont pas peur », lui disait son père, la faisant asseoir sur ses genoux devant les commandes. « La peur est tienne. Apprends à la laisser en dehors du cockpit. » Mara a appris. Elle a étudié l'ingénierie aéronautique. Elle a obtenu sa licence de pilote privé à 22 ans. Elle a voulu se présenter à l'école de l'air et de l'espace, comme son père, mais l'école a rejeté sa candidature. Motif officiel. Profil psychologique jugé incompatible avec les environnements à haute pression. Mensonge bureaucratique. Mara le savait. L'évaluateur avait écrit dans son rapport privé que quelqu'un lui a divulgué des mois plus tard une seule ligne. Trop calme. Ne réagis pas comme prévu. Trop calme. Extanvel. Comme si le calme était un défaut, comme si ne pas ressentir de panique était une faiblesse. Elle est allée travailler à l'aérodrome régional. Elle réparait des avions. Elle les connaissait de l'intérieur et de l'extérieur, chaque câble, chaque valve, chaque système. Mais elle ne les pilotait jamais. Pas officiellement. L'avion a atteint son altitude de croisière 32 minutes après le décollage. Didier Bertrand a immédiatement demandé un café. L'hôtesse de l'air, Inès selon son badge, le lui a servi avec un large sourire et a demandé s'il avait besoin de quelque chose d'autre. Il a répondu sans lever les yeux de son téléphone. « Ne me dérangez pas ». Inès a hoché la tête et s'est tournée vers le reste de l'allée. Elle est passée près de Mara sans rien lui demander. Mara ne s'y attendait pas. Peu importait. Elle a sorti de son sac à dos une bouteille d'eau et un sandwich enveloppé dans du papier d'aluminium qu'elle avait préparé à la maison ce matin-là. Pain de seigle, fromage, une tranche de concombre. Didier l'a regardé du coin de l'œil, a légèrement froncé les sourcils et est retourné à son téléphone. Mara a mangé en silence. Par la fenêtre, la mer de nuages s'étendait infinie et blanche, magnifique. 40 minutes après le décollage, quelque chose a changé. Ce n'était pas un son, ce n'était pas un mouvement brusque, c'était une absence. Le ronronnement constant des moteurs, ce son que les passagers cessent d'entendre après les premières minutes, a légèrement, presque imperceptiblement, changé de fréquence. Presque. Mara l'a entendu, a levé les yeux du livre qu'elle lisait,
a froncé les sourcils, a écouté à nouveau. Le régime du moteur droit avait légèrement varié. Pas beaucoup, mais suffisamment. Elle a refermé le livre lentement, a regardé par la fenêtre. La turbine droite tournait toujours, normale à vue. Mais quelque chose dans le son ne collait pas. Elle a respiré profondément. Calme, a-t-elle pensé. Cela pouvait être une turbulence de faible intensité, cela pouvait être une variation thermique normale, mais elle a continué à écouter, et le son n'est pas redevenu le même. À ce moment-là, dans le poste de pilotage, le commandant Ernest Leclerc fixait un écran qui n'aurait pas dû afficher ce qu'il affichait. Son copilote, Félix Durand, avait les mains légèrement posées sur les commandes. Ni l'un ni l'autre ne parlait, car ce qu'ils voyaient sur les instruments n'avait aucune explication logique, et parce que le protocole qu'ils étaient sur le point d'activer était celui qu'aucun pilote ne veut jamais activer. Dans le couloir, Inès ramassait des plateaux avec son sourire habituel. Personne n'a rien remarqué. Didier Bertrand continuait d'envoyer des emails. L'enfant du siège 11C dormait la tête appuyée sur l'épaule de sa mère, et Mara Dubois avait les yeux fixés sur la turbine droite, attendant, sachant que quelque chose n'allait vraiment pas. Puis l'avion a tremblé. Une secousse sèche, forte. Ce n'était pas de la turbulence. Les plateaux sont tombés, plusieurs passagers ont crié, et l'interphone a grésillé. La voix du commandant Leclerc a rempli la cabine tendue, contrôlée, mais tendue. « Mesdames et messieurs, ici le commandant, nous vous demandons de rester à vos sièges, ceinture attachée. Nous gérons une situation technique. Il n'y a pas de raison de s'alarmer. » Silence. Didier Bertrand a levé les yeux de son téléphone pour la première fois en 40 minutes. L'enfant du 11C s'est réveillé et a demandé à voix basse « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et Mara Dubois avait déjà lâché le livre, rangé la bouteille d'eau et avait les yeux sur le couloir, calculant, car elle savait exactement ce qui s'était passé et elle savait, avec la même certitude que son père lui avait apprise, que les prochaines minutes allaient tout changer. L'avion a de nouveau tremblé, cette fois plus fort. Les masques à oxygène sont tombés des compartiments supérieurs comme des fleurs jaunes en cascade, du plastique orange se balançant au-dessus des têtes. Quelqu'un a crié à l'arrière. Un autre passager appelait sa famille avec le téléphone collé à l'oreille, bien que le mode avion soit toujours actif. Didier serra la coudoir. Sa mallette tomba au sol. Il ne la ramassa pas. Mara était déjà debout. Elle n'a pas couru. Elle n'a pas crié. Elle s'est levée lentement avec la précision de quelqu'un qui avait déjà répété ce moment dans sa tête 1000 fois. Elle a regardé vers le poste de pilotage. La porte était toujours fermée. Inès, l'hôtesse de l'air blonde, marchait dans l'allée les bras tendus, essayant de calmer les passagers. Son sourire de plastique avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de plus honnête, la peur. Mara l'a intercepté. « Qu'est-ce qui se passe dans le cockpit ?» Inès l'a regardé sans comprendre. « S'il vous plaît, mademoiselle, retournez à votre siège et attachez votre ceinture. Je suis technicienne aéronautique certifiée. » La voix de Mara était basse, ferme, sans trembler. Le moteur droit a perdu de la pression d'huile. Je l'ai entendu avant la secousse. J'ai besoin de parler au commandant. Inès a cligné des yeux. « Mademoiselle, vous n'êtes pas autorisée à… » Si le commandant le sait déjà, je ne perds rien à lui parler. Mara l'a regardé droit dans les yeux. Et s'il ne le sait pas, nous perdons du temps. 2 secondes de silence. Inès a pris sa décision. La porte du cockpit s'est ouverte 30 secondes plus tard. Le commandant Ernest Leclerc était un homme de 52 ans, cheveux gris, mâchoire carrée, 30 ans de vol. Il avait traversé des tempêtes au-dessus de l'Atlantique. Il avait atterri avec une visibilité zéro à Marseille. Jamais il n'avait eu besoin qu'un passager lui dise ce qui n'allait pas. Mais ce jour-là était différent, car sur ses écrans, il y avait quelque chose qui ne correspondait à aucun manuel qu'il avait lu. Il a regardé Mara, une jeune femme, pull gris, sans uniforme, sans un signe visible. « Qui êtes-vous » ? Mara Dubois, technicienne de maintenance aéronautique, aérodrome régional de Lyon, licence de pilote privé. Mon père a été pilote de chasse dans l'armée de l'air et de l'espace pendant 23 ans. Leclerc a étudié son visage. Il n'y avait pas de nervosité, pas d'urgence artificielle, juste de la clarté. « Entrez », dit-il. Le poste de pilotage sentait le métal et le café froid. Félix Durand, le copilote, avait 34 ans et les jointures blanches sur les commandes. Il a regardé Mara entrer et a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un deuxième avis », a répondu Leclerc. Mara s'est approchée des instruments sans rien toucher. Ses yeux ont parcouru les écrans avec la même vitesse que son père lui avait apprise pour lire un tableau de bord. D'abord les moteurs, puis les systèmes hydrauliques, puis la pression de carburant. Ce qu'elle a vu lui a glacé le sang, mais son visage n'a pas changé. Le moteur droit est en panne progressive.
a-t-elle signalé sans toucher. Température de la turbine hors de portée, pression d'huile en baisse. Mais ça, ses yeux se sont arrêtés sur un autre écran. Ce n'est pas seulement le moteur. Leclerc croisa les bras. Que voyez-vous? Le système hydraulique secondaire répond avec un retard. Ils ont essayé de transférer la charge au circuit A. Félix Durand a ouvert la bouche, l'a fermée, a regardé Leclerc. Leclerc n'a rien dit, mais quelque chose dans son expression a changé. « Nous avons essayé il y a 12 minutes », a dit le commandant à voix basse. Il n'a pas réagi comme il le devait. Marat a hoché la tête lentement. « Combien de carburant avez-vous » Pour 2 heures et 20 minutes de vol. Aéroport le plus proche, avec une longue piste. Bordeaux, 47 minutes. Marat a calculé en silence. L'avion a légèrement tremblé. Une légère vibration, presque imperceptible pour quelqu'un qui ne saurait pas lire les corps des avions. Elle l'a senti dans ses pieds. « Le train d'atterrissage aura besoin d'une extension manuelle », a-t-elle dit. « Le circuit hydraulique secondaire ne tiendra pas le cycle complet de descente. S'il l'active automatiquement, il pourrait perdre le contrôle des volets au moment critique. » Silence total dans le cockpit. Félix Durand avait les yeux rivés sur elle. « Comment savez-vous cela? Comment savez-vous cela ?»« Parce que je connais ce modèle. » Marat a pointé un panneau latéral. « J'ai réparé 4 appareils de cette série au cours des 2 dernières années. La panne que vous avez maintenant suit un schéma. Je l'ai vue 2 fois au sol, jamais en vol. » Leclerc a décroisé les bras, l'a regardé pendant 3 longues secondes, puis s'est tourné vers son copilote. « Félix, prépare le protocole de descente d'urgence. Contacte Bordeaux. » Félix a hoché la tête et a pris la radio. Leclerc a de nouveau regardé Marat. « Vous restez ici. Ce n'était pas une question. » Pendant que Félix parlait avec le contrôle de Bordeaux, Marat s'est placé à côté du panneau latéral et a commencé à vérifier systématiquement les circuits. Ses mains se déplaçaient avec précision, sans hâte, sans trembler. Leclerc l'observait du coin de l'œil. « Pourquoi voyagez-vous à Lisbonne ?» demanda-t-il soudain. Marat n'a pas cessé de vérifier. « Mon père est hospitalisé. » Pause. « C'est grave. » « Je ne sais pas encore. » Leclerc n'a pas répondu, mais quelque chose dans son regard s'est adouci d'1 millimètre. Dans la cabine des passagers, l'ambiance avait changé. Inès et les 2 autres hôtesses de l'air maintenaient l'ordre d'une voix calme, mais les passagers voyaient les masques à oxygène pendre, et les nerfs ne se calmaient pas avec des mots. Didier Bertrand avait appelé sa secrétaire, son avocat et son associé dans les 15 dernières minutes. Il leur avait dit à tous les 3 que si quelque chose se passait, ils savèrent quoi faire. L'enfant du siège 11C, qui s'appelait Thomas et avait 7 ans, regardait par la fenêtre les yeux grands ouverts. « Maman !» dit-il à voix basse. Sa mère, une femme aux cheveux foncés et aux mains agitées, l'a serré dans ses bras sans répondre. « Maman, tu vois cet avion ?» La femme a regardé par la fenêtre. À bâbord, volant parallèlement à une distance considérable, est apparue une silhouette, un chasseur militaire, gris, rapide, silencieux depuis l'intérieur de l'avion commercial. Thomas a collé son nez à la vitre. Il nous escorte. Sa mère n'a pas su quoi répondre. Dans le cockpit, Leclerc le savait déjà. Le contrôle aérien avait dépêché 2 chasseurs Rafale de l'escadron de Toulouse dès que l'Air Nord 210 avait déclaré une urgence technique, protocole standard. Mais ce qui n'était pas standard, c'était ce que le contrôle de Bordeaux venait de communiquer. Félix Durand a écouté. Son visage a perdu sa couleur, il a raccroché la radio, s'est tourné vers Leclerc. « Commandant !» Sa voix était étrangement plate. « Bordeaux a un problème. » Leclerc a attendu. La piste principale est fermée. Un incident au sol il y a 20 minutes. Blocage total. Silence. La secondaire est opérationnelle, mais elle fait 1800 m. Marat a levé les yeux. 1800 m pour un avion de cette taille, avec le système hydraulique compromis et le moteur droit en panne progressive, était exactement ce que les manuels appelaient une marge minimale critique. Non, impossible, mais sans aucune marge d'erreur. Leclerc a fermé les yeux une demi-seconde, les a ouverts. Alternative. Toulouse est à 72 minutes. Avec le carburant que nous avons, nous n'y arrivons pas. Nous n'y arrivons pas. L'avion a de nouveau tremblé. Cette fois, le moteur droit a émis un son différent. Un son que Marat connaissait. Un son qui signifiait que le temps de décision était terminé. Bordeaux, dit-elle avec un calme absolu. Piste secondaire. Nous devons préparer la descente manuelle maintenant. Leclerc l'a regardé. Êtes-vous sûr? Marat a pensé à son père, à ses mains sur les commandes, à sa voix lui disant tant de fois sur ce petit aérodrome de Lyon. Les avions n'ont pas peur. La peur est tienne. Apprends à la laisser en dehors du cockpit. Oui, a-t-elle répondu.
et elle l'était. Félix Durand a initié la séquence de descente. Leclerc a pris les commandes et Mara Dubois, la fille de la 14F, la technicienne sans uniforme et sans accréditation visible, s'est placée à côté du panneau hydraulique, préparée, car dans exactement 43 minutes, cet avion allait toucher terre à Bordeaux ou n'allait toucher terre nulle part. Et elle était la seule personne à bord qui savait exactement ce qu'il fallait faire pour que la première chose se produise. Exactement. Mais ce que personne dans cet avion ne savait encore, ni Leclerc, ni Félix, ni les 143 passagers qui attendaient ceintures attachées, c'est que le problème du système hydraulique n'était pas une défaillance mécanique. Il avait été provoqué. Il avait été provoqué. Mara l'a répété dans sa tête une fois, une seule. Puis elle l'a rangé au même endroit où elle gardait tout ce qu'elle ne pouvait pas résoudre à ce moment-là. Après, d'abord atterrir. Mais son esprit ne s'est pas arrêté. Pendant que ses mains vérifiaient le panneau hydraulique avec des mouvements précis, une partie d'elle reconstruisait ce qu'elle avait vu sur les instruments depuis le début. La panne n'avait pas commencé avec le moteur. Elle avait commencé avant, bien avant, quand l'avion était encore au sol. Dans les systèmes modernes de l'aviation commerciale, il existe un protocole d'autodiagnostic qui s'active pendant le roulage avant le décollage. Ce protocole enregistre l'état de chaque circuit et, ce que Mara avait vu sur l'écran secondaire, dans ce code d'erreur qui clignotait discrètement dans le coin inférieur du panneau, était une séquence qui ne correspondait à aucune panne mécanique spontanée. C'était une séquence d'intervention externe. Quelqu'un avait manipulé le système hydraulique secondaire avant le décollage de l'avion, non pour le détruire immédiatement, mais pour le dégrader progressivement, afin qu'il tombe en panne exactement au moment où il devait tomber en panne. À 10 000 mètres d'altitude, loin du sol, sans option confortable, Leclerc était concentré sur les commandes. Félix coordonnait avec Bordeaux. Mara a décidé de ne rien dire pour l'instant. Le dire maintenant ne changerait rien à ce qu'il devait faire. Cela n'ajouterait qu'une charge dont personne dans ce cockpit n'avait besoin à ce moment-là. D'abord atterrir, puis demander qui et pourquoi. Circuit A stabilisé, dit-elle à voix basse. Nous pouvons maintenir une pression suffisante pour les volets si nous réduisons la demande du train avant. Il faut d'abord abaisser le train arrière et compenser manuellement. Félix a tourné la tête. Ce n'est pas dans le protocole standard. Le protocole standard a été écrit pour les pannes mécaniques normales, a répondu Mara sans altérer le ton. Ce n'est pas une panne mécanique normale. Leclerc a écouté sans quitter des yeux l'horizon artificiel. Quelle est notre marge si nous suivons votre séquence avec le carburant actuel et la longueur de piste disponible? Environ 40 m de marge en fin de piste, suffisant si nous entrons avec le bon angle et sans vent de travers. Bordeaux signale un vent de travers de 12 nœuds, a dit Félix. Silence. 12 nœuds de vent de travers, piste de 1800 mètres, système hydraulique dégradé, moteur droit en panne progressive. 40 m de marge se transformait en 20 m entre un atterrissage réussi et la fin de tout. Mara a calculé, a respiré. C'est toujours possible, a-t-elle dit. Ce qui s'est passé ensuite, personne ne s'y attendait. L'interphone du cockpit a grésillé. La voix d'Inès est entrée, tendue mais contrôlée. « Commandant, nous avons une situation en cabine passager. » Leclerc a froncé les sourcils sans lâcher les commandes. « Quel type de situation ?» Un passager essaie d'ouvrir la porte arrière de secours. Silence de 2 secondes. Quoi? Le monsieur du siège 14D a dit qu'il avait le droit de quitter l'avion. Il est agité. Félix Durand a laissé échapper un mot entre ses dents. Mara a fermé les yeux un instant. Didier Bertrand, bien sûr. Dans la cabine des passagers, la situation s'était aggravée avec une rapidité qu'Inès n'avait pas anticipée. Didier Bertrand était debout dans l'allée arrière, la cravate desserrée, la veste froissée, les yeux brillants d'un mélange de panique et d'arrogance que seuls produisent les hommes qui n'ont jamais été contredits. « J'ai le droit de savoir ce qui se passe », répétait-il d'une voix forte. « Je suis un client premium de cette compagnie aérienne. J'exige de parler au commandant tout de suite. Monsieur Bertrand, s'il vous plaît, retournez à votre siège et attachez votre ceinture, » disait Inès avec un calme professionnel. « Ne me donnez pas d'ordre. » Sa voix a rempli la cabine. Quelqu'un doit faire quelque chose. Cet avion est en train de tomber. L'enfant Thomas a serré la main de sa mère. Une vieille femme sur le siège 16 a marmonné quelque chose en français et a fermé les yeux. Un jeune homme barbu sur le trisa s'est levé lentement. « Eh » dit-il d'une voix calme. « Il y a un enfant devant vous. Asseyez-vous. » Didier l'a regardé comme s'il était invisible. « Qui vous croyez être pour me dire que... Je m'appelle Marc, je suis infirmier. » L'homme a pointé le siège avec calme. «
Et si vous ne vous asseyez pas tout de suite, le problème le plus grave de cet avion, ce sera vous. Asseyez-vous. Quelque chose dans le ton de Marc a arrêté Didier. Ce n'était pas agressif, c'était simplement inébranlable. Didier a regardé autour de lui. 142 paires d'yeux l'observaient. Il s'est assis. Dans le poste de pilotage, Mara a écouté le résumé d'Inès et a ressenti quelque chose qui s'apparentait à un soulagement. « Situation sous contrôle », confirma Inès. « Bien », dit Leclerc. « Maintenez l'ordre. Nous commençons la descente dans 8 minutes. » Il ferma l'interphone. Regarda Mara. « Prête. » Elle hocha la tête. Mais avant que Leclerc ne revienne aux commandes, Mara parla. « Commandant, j'ai quelque chose à vous dire. » Il attendit. « Ce qui ne va pas dans cet avion n'est pas un accident. » L'air dans la cabine changea. Félix Durand a levé les yeux des instruments. Leclerc n'a pas bougé un muscle. Expliquez-vous. Mara a pointé le panneau secondaire. Ce code d'erreur séquence FSEPT, suivi de 3 zéros. Dans le système hydraulique de cette série, cette combinaison ne peut pas apparaître par usure naturelle ni par panne spontanée. Cela nécessite une intervention manuelle dans le circuit de pression avant le vol. Quelqu'un a accédé au système au sol. Long silence. Êtes-vous sûr de ce que vous dites ? La voix de Leclerc était basse, dangereusement basse. J'ai vu ce code une fois auparavant. Mara l'a regardé directement, dans un rapport d'incident qui n'a jamais été publié officiellement. Un avion de la même série à Nantes il y a 3 ans. Intervention au sol. La panne s'est produite au-dessus de la mer du Nord. Ils ont eu de la chance. Félix Durand avait la mâchoire tendue. Qui ferait une chose pareille ? Ça, je ne le sais pas. Mara est revenue au panneau, mais quelqu'un sur ce vol pourrait le savoir. Leclerc a pris une décision en 2 secondes. Il a activé le canal de communication direct avec le centre de contrôle de Paris. Centre Paris, ici Air Nord 217. J'ai besoin que vous initiiez le protocole de sécurité concernant le vol et les passagers. Intervention possible au sol avant le décollage. Je répète, intervention possible au sol. Confirmez la réception. La réponse est arrivée en 12 secondes. Air Nord 217, reçu, protocole actif. Maintenez la communication continue. Les services de sécurité ont été avertis. Félix a expiré lentement. Mara n'a pas bougé du panneau. Dehors, les 2 chasseurs Rafale poursuivaient leur escorte silencieuse. Le soleil du matin les éclairait de l'est. De l'intérieur de l'avion, à simple vue, il semblait presque calme. Presque. Il restait 31 minutes avant Bordeaux. Le moteur droit continuait de se dégrader. Et Mara, les mains sur le panneau et l'esprit complètement froid, a commencé à penser aux passagers de ce vol. 143 personnes. Combien d'entre elles savaient quelque chose? Combien ne savaient rien? Et laquelle d'entre elles était la raison pour laquelle quelqu'un avait voulu que cet avion n'arrive jamais à destination? Elle a pensé à Didier Bertrand. Costume sombre, montre argentée, trop nerveux pour être juste un cadre effrayé, trop spécifique dans sa panique, comme quelqu'un qui sait exactement ce qui devrait se passer et qui se rend compte que cela ne se passe pas comme prévu. Mara a mis cette pensée de côté, l'a rangée au même endroit que tout ce qu'elle ne pouvait pas encore résoudre. Après, d'abord atterrir. Il restait 29 minutes, et l'avion venait de perdre complètement le moteur droit. Un seul moteur à 10 000 mètres d'altitude avec 29 minutes avant Bordeaux. Mara n'a pas perdu une seconde. Circuit de compensation gauche au maximum. Ses mains étaient déjà sur le panneau. Il faut redistribuer la charge maintenant, ou nous perdons la stabilité latérale à la descente. Leclerc a exécuté sans poser de questions. Félix coordonnait avec Bordeaux, à voix basse et rapide. L'avion a répondu lentement, comme un animal blessé qui obéit toujours, mais obéit. Dehors, les 2 Rafales ont ajusté leur position. Ils se sont rapprochés. Depuis la fenêtre du 14F, maintenant vide. Le chasseur à bâbord était parfaitement visible. Le pilote militaire a tourné la tête vers l'avion commercial. Un geste bref, presque humain, comme pour dire « Nous sommes là ». Thomas, l'enfant du 11e, l'a vu, a levé la main lentement et a salué du bout des doigts. Le pilote du chasseur ne pouvait pas le voir, mais Thomas a salué quand même. Sa mère l'a regardé et a senti que quelque chose dans sa poitrine se serrait d'une manière qui n'était pas seulement de la peur. Dans le cockpit, Leclerc a parlé sans quitter des yeux l'horizon artificiel. Dubois. C'était la première fois qu'il utilisait son nom de famille. Depuis combien de temps travaillez-vous dans la maintenance ? 4 ans. Avez-vous déjà été dans un cockpit lors d'une véritable urgence ? Non. Pause. Je vous le dirai. Leclerc a légèrement hoché la tête. Je le sais. 10 secondes de silence. Juste les instruments. Seul le ronronnement du moteur gauche travaillant seul. Votre père.
Qu'est-ce qu'il pilotait? Mirage Fun dans les premières années, puis Rafale, instructeur pendant les 8 dernières années avant de prendre sa retraite. Leclerc a traité cela. Un bon pilote, le meilleur que j'ai connu. La voix de Marat n'a pas tremblé, mais quelque chose en elle a changé d'1 millimètre. Bien qu'il dirait que ça ne signifie rien si vous ne pouvez pas atterrir par vent de travers. Leclerc a laissé échapper quelque chose qui, dans d'autres circonstances, aurait été un éclat de rire. À ce moment-là, ce n'était qu'un son bref, presque inaudible, mais réel. Félix a terminé sa communication avec Bordeaux et s'est tourné sur son siège. Piste secondaire dégagée et préparée. Service d'urgence en position. Il a fait une pause. Ils ont également reçu le protocole de sécurité de Paris. Des unités attendent au sol. Marat a hoché la tête sans commenter. Leclerc non plus n'a pas commenté, mais tous deux ont pensé la même chose. Quelqu'un dans cet avion allait avoir une très longue conversation quand ils atterriraient. Il restait 24 minutes. Marat a vérifié le panneau hydraulique pour la 3e fois depuis qu'elle était entrée dans le cockpit. Le circuit A maintenait la pression. Suffisante pour les volets. Suffisante pour le train d'atterrissage, s'ils exécutaient la séquence correcte. Suffisante. Ce mot était tout ce qu'ils avaient. « Je vais vous expliquer la séquence de descente », dit Marat. « J'ai besoin que vous l'exécutiez exactement comme je la décris. » Leclerc hocha la tête. Félix prit son carnet de notes, un geste automatique de pilote. Écrire ce qui compte. Marat a commencé. À 16 km de la piste, nous réduisons la vitesse à 220 nœuds, pas avant. Si nous réduisons avant, la charge sur le moteur gauche augmente de manière non linéaire et nous perdons de la marge de réponse. Félix a noté. À 8 km. Nous commençons par l'extension manuelle du train arrière. Le circuit A peut supporter cette opération si nous ne sollicitons pas les volets en même temps. Nous étendons les volets en 2 phases. Première phase à 30% lorsque le train arrière est fermement positionné. Deuxième phase à 70% à 5 km du seuil. « Et le train avant ?» demanda Félix. « Le train avant, nous l'étendons à 3 km, le circuit à la limite. Si nous le demandons avant, nous pourrions perdre de la pression juste quand nous en avons le plus besoin. » Félix a cessé d'écrire un instant. « Si le train avant ne s'étend pas à temps, nous atterrissons sur 2 points. » La voix de Marat était directe. « C'est contrôlable. J'ai vu des simulations. Avec la bonne vitesse et le bon angle. C'est contrôlable. Des simulations et un cas réel documenté. Un cargo à Marseille. Il y a 6 ans, personne n'a été blessé. » Félix a regardé Leclerc. Leclerc regardait l'horizon. « Continuez, dit-il. » Marat a terminé la séquence. 4 minutes d'instructions précises, sans fioriture, sans un mot de trop. Quand elle a terminé, la cabine est restée silencieuse pendant 3 secondes. Félix Durand a posé le carnet sur son panneau. Il a regardé Marat avec une expression qui avait changé depuis qu'elle était entrée. Ce n'était plus le copilote qui avait froncé les sourcils en la voyant franchir la porte. « Comment savez-vous tout cela ?» demanda-t-il. Ce n'était pas une accusation, c'était une question sincère. Marat a pensé aux après-midi à l'aérodrome de Lyon, à son père, expliquant chaque système avec la patience infinie de quelqu'un qui sait que cette connaissance peut sauver une vie, aux manuels techniques qu'elle avait lus jusqu'à les user, aux nuits passées à étudier des incidents documentés de l'aviation quand ses collègues sortaient dîner. Mon père disait toujours qu'un bon mécanicien connaît mieux l'avion que le pilote, répondit-elle, parce que le pilote fait confiance à son fonctionnement. Le mécanicien sait exactement quand il cesse de fonctionner. Félix hocha la tête lentement. Il ne dit rien de plus. Ce n'était pas nécessaire. Il restait 19 minutes quand l'interphone a de nouveau sonné. C'était Inès. « Commandant, le monsieur du 14 demande à vous parler à nouveau. Il dit qu'il a des informations pertinentes concernant le vol. » Marat a tourné la tête. Leclerc et elle se sont regardés. Des informations pertinentes concernant le vol. Pas sur l'atterrissage, pas sur l'urgence, mais sur le vol. Dites-lui que dès que la situation le permettra, a répondu Leclerc avec calme. Il a dit qu'il ne pouvait pas attendre. Il a dit, Inès a légèrement baissé la voix. Il a dit qu'il savait qui avait fait ça. Silence absolu dans le poste de pilotage. Félix Durand avait les yeux fixés sur le panneau. Leclerc a appuyé sur l'interphone. Inès, qu'il ne bouge pas de son siège et qu'il ne parle à personne d'autre. Compris. Il a fermé le canal. A regardé Marat. Elle le regardait déjà. Didier Bertrand, l'homme au costume sombre et à la montre argentée, celui qui était arrivé en classe économique parce que sa secrétaire avait mal réservé, celui qui avait paniqué avant tout le monde, celui qui disait maintenant savoir qui avait manipulé le système hydraulique de cet avion avant le décollage. Marat a repassé mentalement chaque détail qu'elle avait observé depuis son embarquement.
L'attaché case en cuir noir qu'il n'a jamais ouvert, les messages vocaux qu'il envoyait sans arrêt, la façon dont il regardait sa montre, non pas pour connaître l'heure, mais pour calculer quelque chose. La panique qui n'était pas seulement de la peur, c'était la panique de quelqu'un qui attendait un résultat différent. Quelqu'un qui savait ce qui devrait se passer et qui voyait que cela ne se passait pas parce qu'il y avait une jeune femme dans le poste de pilotage. Une jeune femme qui n'aurait pas dû être là. Une jeune femme qui réparait exactement ce que quelqu'un avait cassé. Il restait 15 minutes avant Bordeaux. Le moteur gauche rugissait seul dans le silence du ciel et Marat Dubois a pris une décision. « Commandant, j'ai besoin de descendre en cabine passager un instant. » Leclerc a froncé les sourcils. « Ce n'est pas le moment. Ce sera 3 minutes. » Ses yeux n'ont pas cligné. « Je dois regarder quelque chose sur le siège 14D. » Pause. « Qu'attendez-vous de trouver ?» Marat s'est souvenu de l'attaché case en cuir noir, jamais ouvert, jamais vérifié, mais toujours sur les genoux de Didier Bertrand, comme s'il contenait quelque chose qu'il ne pouvait pas perdre de vue. « Je ne sais pas encore, » a-t-elle répondu. « Mais si j'ai raison, ce qu'il y a dans cette mallette explique tout le reste. » Leclerc l'a regardé pendant 2 secondes. « 3 minutes, dit-il. Pas une de plus. » Marat a franchi la porte du cockpit. Le couloir de la classe économique sentait le café froid et la peur contenue. 143 paires d'yeux l'ont regardé avancer, certains avec espoir, d'autres avec confusion, et un, celui du siège 14D, avec quelque chose de complètement différent, quelque chose que Marat a reconnu à l'instant où leurs regards se sont croisés. Ce n'était pas de la peur, c'était du calcul. Didier Bertrand l'évaluait, la mesurait comme quelqu'un qui venait de comprendre que le problème qu'il croyait résolu n'était pas résolu du tout. Marat s'est arrêté à côté de son siège, l'a regardé directement. « Vous avez quelque chose à me dire » dit-elle à voix basse. Didier Bertrand a ouvert la bouche, l'a fermée, a regardé la mallette sur ses genoux et à ce moment-là, l'avion a tremblé avec une violence qui a fait crier plusieurs passagers. Le panneau des signaux lumineux a clignoté et la voix de Félix Durand est arrivée par l'interphone avec une urgence contrôlée. « Dubois, cockpit maintenant !» Marat n'a pas quitté des yeux Didier. Une seconde de plus, juste une. Assez pour voir ce qu'elle avait besoin de voir. Dans ses mains, tremblant au-dessus de l'attaché case en cuir noir, un téléphone avec une conversation ouverte et un nom sur l'écran que Marat ne connaissait pas, mais dont elle allait se souvenir pour toujours. Marat a mémorisé le nom en moins d'1 seconde. C'est ainsi que son père lui avait appris à lire les instruments. Ne regarde pas, enregistre. Elle s'est retournée et est retournée rapidement, sans courir, vers le cockpit. L'avion tremblait toujours, pas violemment. C'était une vibration constante, profonde, comme un animal épuisé, qui continue parce qu'il n'a pas d'autre choix. Marat a refermé la porte du cockpit derrière elle. Félix Durand avait les 2 mains sur les commandes de secours. Leclerc maintenait le cap avec une concentration qui remplissait l'espace physique du cockpit. « Le train arrière », a dit Marat en entrant. « Combien de temps avant le point d'extension ?»« 11 minutes », a répondu Félix. « Bien, nous sommes dans les temps. » Elle se plaça à côté du panneau hydraulique. Ses mains reprirent la vérification là où elle l'avait laissée, comme si les 3 dernières minutes dans la cabine des passagers ne s'étaient pas produites. Leclerc attendit 4 secondes. « Qu'avez-vous trouvé ?» Marat ne leva pas les yeux du panneau. « Un nom sur le téléphone de Bertrand. »« Quel nom ?» Elle le dit. 2 mots, nom et prénom. Félix Durand a cessé d'écrire. Leclerc n'a pas réagi visiblement, mais ses mains ont serré les commandes d'1 millimètre de plus. Juste 1 millimètre. Suffisant pour que Marat le remarque. « Le connaissez-vous » demanda-t-elle. Silence de 4 secondes. « Il était inspecteur de maintenance chez Air Nord », dit Leclerc lentement. « Il a été suspendu il y a 3 mois. Enquête interne pour irrégularité dans les certifications techniques. » Marat a traité cela. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une précision qui lui était presque douloureuse. Un inspecteur suspendu avec accès au système. Un cadre nerveux avec une mallette qu'il n'a jamais ouverte. Une intervention dans le circuit hydraulique qui nécessitait des connaissances techniques avancées et un accès physique à l'avion avant le décollage. Ce n'était pas une attaque aléatoire, c'était un plan spécifique contre quelqu'un de spécifique à bord. « Y a-t-il un passager sur ce vol qui soit une cible de grande valeur ?» demanda Marat. « Quelqu'un qui ne devrait pas arriver à Lisbonne. » Félix et Leclerc se sont regardés. Une seconde trop longue. Marat l'a vu. « Qui ?» Leclerc a expiré lentement. « Sur le Septa. » Passagère enregistrée sous le nom d'Elena Bazzari, citoyenne italienne. Selon les informations que Paris vient de nous envoyer avec le protocole de sécurité, elle est témoin protégée dans une procédure judiciaire européenne. Elle voyage incognito. Même le personnel de cabine ne le savait pas.
Silence. Quel type de procédure? Des mains d'amar. Corruption financière, transnationale. Leclerc baissa la voix. Plusieurs noms importants, plusieurs pays. Le procès commence dans 10 jours à Lisbonne. Mara ferma les yeux une demi-seconde. Helena Bassari siège chaptea. Elle l'avait vue en passant dans l'allée. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux foncés avec des mèches grises, petites lunettes, livre ouvert sur les genoux. La personne la moins remarquable de l'avion. La personne que quelqu'un voulait qu'elle n'arrive jamais à témoigner. L'avion a de nouveau tremblé. Cette fois, c'était différent. Ce n'était pas la vibration du moteur. C'était quelque chose dans le fuselage. Quelque chose que Mara a reconnu avant que les instruments ne le confirment. « Pression cabine », a-t-elle dit immédiatement. « Il voit l'indicateur 4 ». Félix l'a regardé. Son visage a changé. Il descend lentement encore. Mais si le circuit hydraulique compromis affecte les joints de pressurisation, nous devons descendre en altitude, a dit Leclerc avec une décision immédiate. Moins de pression extérieure réduit la différence. Nous gagnons du temps, mais nous perdons en efficacité du moteur gauche, a signalé Félix. Je sais. Leclerc a pris la décision en 1 seconde. Il a initié la descente. L'avion a commencé à descendre doucement, contrôlé, mais les passagers l'ont senti. Dans la cabine, plusieurs personnes ont agrippé les accoudoirs. Thomas a collé son front à la fenêtre. Les chasseurs Rafale sont descendus avec eux en parallèle, constant. Le soleil les éclairait par le côté et projetait de longues ombres sur les nuages blancs en dessous. Thomas les a regardés et n'a rien dit. Il a juste posé sa main sur la vitre comme s'il pouvait les toucher. Sa mère l'a vu et a serré les dents pour ne pas pleurer. Marc, l'infirmier du siège Trisa, s'est levé calmement et a marché vers l'arrière. Inès l'a intercepté. « Monsieur, s'il vous plaît, je suis soignant », dit-il à voix basse. Il y a une dame âgée au 6B qui a la respiration accélérée depuis 10 minutes. Je vais m'asseoir avec elle un instant. Cela ne tardera pas. Inès l'a regardé, a hoché la tête. Marc s'est assis à côté de la vieille Française. Il lui a parlé à voix très basse. Pas en français, à voix basse. La langue n'avait pas d'importance. Le ton, oui. La vieille dame, qui s'appelait Marguerite, et avait 78 ans et avait survécu à des choses qu'aucun passager de cet avion ne pourrait imaginer, a fermé les yeux et a respiré plus lentement. « Merci », a-t-elle murmuré. Marc lui a posé la main sur la sienne. Il n'a rien dit de plus. Il restait 8 minutes avant le point d'extension du train arrière. Mara avait les yeux sur 3 panneaux en même temps. Hydraulique, pression cabine, moteur gauche, tout dans les limites qu'elle avait calculées. « Pour l'instant, je vais devoir exécuter l'extension manuelle d'ici », a-t-elle dit. Le panneau C a un accès direct au circuit du train arrière. Si vous m'autorisez, commandant, autorisez. Mara a ouvert le panneau C, un ensemble d'interrupteurs et de valves manuelles que dans des circonstances normales, personne ne touchait jamais. Dans des circonstances normales, ses doigts connaissaient chacun d'eux. Elle avait ouvert des panneaux identiques au sol des centaines de fois. Jamais avec un avion en vol. Jamais avec le poids de 143 personnes derrière cette porte. Elle a respiré. Les avions n'ont pas peur. La peur est tienne. Laisse-la en dehors du cockpit. Elle l'a laissé. Félix Durand la regardait travailler. Il était silencieux depuis plusieurs minutes. Quand il a parlé, il l'a fait à voix très basse, presque pour lui-même. « Ma fille veut étudier l'ingénierie aéronautique. » Mara n'a pas cessé de vérifier le panneau. « Quel âge a-t-elle » 9 ans. Dites-lui de commencer par les manuels techniques avant les manuels scolaires. Une brève pause. Cela lui fera gagner 2 ans. Félix a laissé échapper une courte expiration. Presque un rire. Presque. Je lui dirai. Il restait 5 minutes. Leclerc a réduit la vitesse à 220 nœuds, exactement comme Mara l'avait indiqué. L'avion a répondu lourdement, fatigué, mais il a répondu. Point d'extension du train arrière dans 3 minutes, a annoncé Félix. Mara avait la main sur la valve manuelle. Prête. C'est alors que l'interphone a sonné pour la dernière fois. C'était Inès. Sa voix avait changé. « Commandant !» Une pause de 2 secondes. Le monsieur du 14Z a ouvert la mallette. Leclerc a appuyé sur le canal. « Qu'y a-t-il dedans ?»« Je ne sais pas. Il bloque la vue. Mais il a sorti quelque chose. On dirait... » Une autre pause. « On dirait un petit appareil électronique. » Il regarde l'écran, commandant. Il a une expression qui m'inquiète. Mara a lâché la valve un instant. A regardé Leclerc. Il l'a regardé. Les deux ont pensé la même chose en même temps. Un appareil électronique dans un avion avec un système hydraulique qui avait été manipulé à distance, avec une technologie qui permet d'activer des pannes à distance dans les systèmes d'aviation modernes avec 4 minutes avant l'atterrissage, le plus critique de ce vol.
Inès, a dit Leclerc, avec un calme qui lui coûtait tout ce qu'il avait. J'ai besoin que vous fassiez exactement ce que je vous dis, sans élever la voix, sans qu'il ne le remarque. Compris. Localisez Monsieur Marc, l'infirmier du 13A, et dites-lui que nous avons besoin de son aide, maintenant. À ce moment-là, Mara a pris la valve manuelle, a compté 3 respirations, et à la 3e, avec le même calme que son père lui avait appris à atterrir par vent de travers, elle a prononcé les mots qu'elle préparait depuis 20 minutes, les mots qui n'étaient dans aucun manuel, les mots qui n'étaient qu'à elle. Commandant, quoi qu'il arrive dans cette cabine en ce moment, cet avion va toucher terre à Bordeaux. Leclerc n'a pas répondu immédiatement. Le rugissement solitaire du moteur gauche a rempli le silence. Puis, d'une voix qui portait 30 ans de vol, je sais du bois. Et c'est à ce moment-là, à 4 minutes de Bordeaux, et avec un appareil inconnu entre les mains de Didier Bertrand et le train d'atterrissage toujours rentré, que Mara Dubois a compris quelque chose que son père ne lui avait jamais dit avec des mots. Le calme n'était pas l'absence de peur, c'était choisir chaque seconde de ne pas laisser la peur prendre les commandes. Elle a choisi et a posé les 2 mains sur le panneau. Les avions n'ont pas peur, la peur est tienne. Laisse-la en dehors du cockpit. 4 minutes. Mara les a comptés dans sa tête comme elle avait appris à compter le carburant, sans panique, sans hâte, avec la précision de celui qui sait que chaque seconde a un poids exact. Main gauche sur la valve du train arrière, main droite sur le compensateur hydraulique, yeux sur 3 panneaux. Prête. Dans la cabine des passagers, Marc s'est levé de son siège avec le même calme qu'il avait utilisé pour calmer Didier Bertrand 1 heure auparavant. Inès l'a intercepté dans le couloir, avec un regard qui disait tout sans rien dire. Marc hocha la tête. Il marcha vers l'arrière sans se presser, comme quelqu'un qui va aux toilettes, comme quelqu'un qui ne va nulle part d'important. Il s'arrêta à côté du 14ED. Didier Bertrand avait l'appareil sur sa mallette ouverte, un petit écran noir, avec un curseur clignotant. Ses doigts tremblaient sur le clavier. Marc s'est appuyé sur le dossier du siège d'en face avec une naturalité absolue. « Joli appareil », dit-il à voix basse. Didier a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. Pas de larmes, mais de quelque chose de pire, de quelqu'un qui porte quelque chose de trop lourd depuis des heures. « Éloignez-vous », dit-il entre ses dents. « Je ne peux pas faire ça. » Marc a gardé un ton calme, presque ennuyé. « Parce que, si cet appareil fait ce que je crois qu'il fait, nous allons tous les 2 mourir dans les 3 prochaines minutes, et je préfère ne pas mourir. » Didier serra la mâchoire. « Vous ne savez rien. Je sais que vous regardez cette montre depuis 2 heures. » Marc a pointé le poignet de Didier d'un geste décontracté. « Et je sais que quand l'avion n'est pas tombé comme il devait tomber, quelque chose a changé sur votre visage. » Pause. « Ce que je ne sais pas, c'est si vous vouliez être dans cet avion quand il tomberait, ou si quelqu'un vous a mis ici sans vous laisser le choix. » Silence. Didier Bertrand n'a pas répondu, mais ses mains ont cessé de bouger sur le clavier. Dans le cockpit, Leclerc avait entendu l'échange via le microphone ouvert d'Inès. Il n'a rien dit. Mara non plus. Mais les 2 écoutaient. « Point d'extension dans 90 secondes », a annoncé Félix d'une voix neutre. Mara a ajusté la pression sur la valve. Prête. Marc a continué à parler. Sa voix était un instrument calibré, précis, comme un scalpel qui ne coupe pas plus que nécessaire. « Il y a une dame sur le siège Septa », a-t-il dit. Cheveux foncés, petites lunettes. Elle lit le même livre depuis Paris sans tourner une seule page. Pause. C'est elle. Didier a ouvert les yeux. Une seconde. Une seule. Suffisant. Ce n'est pas ce qu'ils m'ont dit, a-t-il murmuré. Sa voix avait changé. Le tranchant avait disparu. Il restait quelque chose de plus ancien en dessous. Quelque chose qui sonnait comme une vraie peur. Ils m'ont dit que ce serait rapide, que personne ne le remarquerait, que c'était juste un système qui tombait en panne. Il a ouvert les yeux. Ils ne m'ont pas dit qu'il y aurait des enfants. Thomas, l'enfant du on ne sait. Marc, il n'a pas regardé là-bas, mais il y a pensé. Que fait cet appareil exactement ? Demanda-t-il calmement. Peut-il réactiver la panne hydraulique ? La voix de Didier. D'ici. Si je l'active au moment de l'atterrissage, le circuit A s'effondre. L'avion perd ses volets à l'approche finale. Marc l'a enregistré sans changer d'expression. Et si vous ne l'activez pas ? Didier a regardé l'appareil, puis ses mains, puis Marc. Ils m'ont dit que si je ne l'activais pas, ma fille. Il s'est arrêté. Il n'a pas terminé la phrase, ce n'était pas nécessaire. Marc a compris à cet instant toute l'architecture du plan. Ce n'était pas seulement un cadre corrompu. C'était un père qu'on avait transformé en arme. Dans le cockpit, Mara a entendu ces mots. Ma fille. Quelque chose a bougé en elle. Cela ne l'a pas arrêtée, mais elle l'a enregistré.
Point d'extension dans 30 secondes, a dit Félix. Dubois, a dit Leclerc. Prête, a-t-elle répondu. Marc a posé sa main sur la mallette de Didier, lentement, sans brusquerie, comme quelqu'un qui ramasse quelque chose qui est tombé. Écoutez-moi, dit-il à voix très basse. Dans cet avion, il y a quelqu'un qui fait l'impossible pour que nous arrivions vivants. Une jeune femme sans uniforme, sans titre officiel, juste avec ce qu'elle sait et ce qu'elle n'a pas peur de faire. Pause. Écoutez, si vous activez cet appareil, ce qu'elle fait ne sert à rien. Si vous ne l'activez pas, votre fille a des options. Les personnes qui la retiennent en ce moment n'en ont aucune. Si cet avion atterrit et que vous parlez, comprenez-vous? Didier Bertrand a regardé l'appareil. Ses yeux étaient humides. Ce n'était plus le même homme qui était monté dans l'avion. Cet homme s'était brisé quelque part entre Paris et Bordeaux. Comment savoir que ma fille ira bien? Vous ne le savez pas. Marc n'a pas menti. Mais je sais que si cet avion tombe, elle non plus. 3 secondes de silence, les plus longues du vol. Didier Bertrand a fermé la mallette lentement avec les 2 mains et l'a posée au sol. Maintenant, dit Félix, Marat a ouvert la valve manuelle. Le mécanisme du train arrière a répondu par un son profond, métallique, réel. Les indicateurs ont changé. Vert, vert, vert. Traîne arrière étendue et verrouillée, confirma Félix. Sa voix avait quelque chose qu'elle n'avait pas eu de toute la matinée. Volet, phase 1, dit Marat. 30% exécuté. L'avion s'est posé dans les airs comme un oiseau qui déploie ses ailes pour la première fois. Lourd, imparfait, mais stable. Du siège 11C, Thomas a regardé par la fenêtre. Bordeaux est apparu sous les nuages, des toits orange, la Garonne brillant au loin, des champs verts s'étendant jusqu'à l'horizon. « Maman !» dit-il à voix très basse. Sa mère ne répondit pas. Elle avait les yeux fermés et les lèvres bougeaient en silence. Thomas posa sa main sur la sienne. « Maman, on voit déjà. » Elle a ouvert les yeux, a regardé par la fenêtre et pour la première fois en 2 heures, elle a pleuré. Sans faire de bruit, juste des larmes tombant tandis que la terre se rapprochait. 5 kilomètres du seuil, a annoncé Félix. Volet, phase 2. Volets à 70, a confirmé Marat. Maintenant exécuté. L'avion est descendu dans l'angle exact qu'elle avait calculé. Pas 1 degré de plus, pas 1 de moins. Traîne avant à 3 kilomètres, rappela Marat. Leclerc hocha la tête sans parler. Ses mains sur les commandes avaient la fermeté de 30 ans de vol et quelque chose de plus. La confiance de quelqu'un qui n'est plus seul dans ce cockpit. 3 kilomètres. Traîne avant, dit Marat. Félix a activé la séquence. Le mécanisme a répondu plus lentement que la normale. L'indicateur a mis 4 secondes de plus que prévu. 4 secondes que personne n'a respiré. Puis, vert, train avant étendu, a dit Félix. Sa voix était parfaitement neutre, parfaitement contrôlée. Mais ses yeux se sont fermés 1 demi-seconde. Juste 1 demi-seconde, suffisamment. L'aéroport de Bordeaux est apparu directement à l'horizon. La piste secondaire, 1800 m d'asphalte gris, entouré de services d'urgence. Des lumières rouges et oranges clignotant sur les côtés. Leclerc a vu la piste et l'a reconnue comme on reconnaît quelque chose qu'on a cherché longtemps. « Dubois », dit-il, « ici, vent de travers. » Marat a regardé l'indicateur. 11 nœuds. Un nœud de moins que la prévision. 11 nœuds. Corrigible. Marge de piste. Elle a recalculé une fois de plus tout ce qu'elle avait calculé auparavant. Seulement maintenant c'était réel. Maintenant c'était l'asphalte. Et le poids et la vitesse. Et une seule chance. 23 m en fin de piste si nous entrons à la bonne vitesse. Et si le vent change dans les derniers 500 m? Marat n'a pas hésité. Alors nous le corrigerons. Pause. Ça peut se faire. Mon père a atterri en rafale avec le train arrière bloqué à Istres avec un vent de travers de 6 nœuds. Une pause d'1 seconde. 11 est gérable. Leclerc a exhalé par le nez. Quelque chose entre un soupir et un sourire. D'accord. Puis, de la voix qu'il utilisait quand les choses comptaient vraiment. Passagère, position d'impact. Inès a pris l'interphone. Sa voix est sortie ferme, claire, sans trembler. Attention, chers passagers. Dans 30 secondes, nous allons atterrir. Mettez-vous en position de sécurité. Tête en avant, main sur le dossier, ceinture attachée. 143 personnes ont obéi. Didier s'est penché en avant, sa mallette au sol à ses pieds. Marc est retourné à son siège et a attaché sa ceinture avec des mouvements calmes. Marguerite, la vieille française, a croisé les mains sur ses genoux et a murmuré quelque chose à voix très basse. Thomas s'est penché en avant, et avant de poser sa tête sur le dossier, il a regardé une fois de plus par la fenêtre. Les 2 rafales s'étaient séparées. Il ne pouvait plus les suivre. La piste était uniquement pour eux.
Thomas les a vus s'éloigner, et à voix si basse que seule sa mère a pu l'entendre, il a dit « Merci, 500 M ». Le sol se rapprochait. Leclerc tenait les commandes. Félix avait les yeux sur les indicateurs, et Marat Dubois avait les mains sur le panneau hydraulique. Prêt à tout, prêt à tout. Le vent de travers a légèrement poussé le nez à bâbord dans les derniers 200 M. Leclerc l'a corrigé sans brusquerie, sans panique, avec la précision de quelqu'un qui a passé 30 ans à apprendre exactement ce moment. 100 M, 50, 20. Les roues arrière ont touché l'asphalte avec un coup sec qui a parcouru tout le fuselage de la queue au nez. Une seconde plus tard, le train avant a touché terre. L'avion a roulé, les freins ont agi. La piste défilait sous eux à une vitesse qui semblait impossible. 1000 M, 115. L'avion a freiné, et s'est arrêté à 19 M du bout de la piste. Silence, 2 secondes de silence absolu. Puis la cabine des passagers a explosé. Applaudissements, pleurs, voix. Quelqu'un répétant le nom de quelqu'un, quelqu'un riant sans pouvoir s'arrêter, quelqu'un simplement assis les mains sur le visage. Thomas a levé la tête du dossier, a regardé sa mère. Elle l'a serré dans ses bras des 2 mains, de tout son corps, sans dire un seul mot. Thomas a enfoui son visage dans son cou, et pour la première fois de la matinée, l'enfant du 11C a pleuré dans le poste de pilotage. Personne n'a parlé pendant 10 secondes. Leclerc avait les mains encore sur les commandes. Félix regardait les instruments les yeux embués. Marat se tenait près du panneau hydraulique. Ses mains étaient toujours sur les valves. Elle a dû se rappeler qu'elle pouvait les relâcher. Elle les a relâchés, les a regardés. Elle ne tremblait pas. C'est Leclerc qui a brisé le silence. Il s'est tourné vers elle, l'a regardé un long moment et a dit d'une voix de quelqu'un qui choisit chaque mot. Les avions n'ont pas peur. La peur est tienne. Laisse-la en dehors du cockpit. Marat l'a regardé. Comment connaissez-vous cette phrase? Parce que le commandant Claude Dubois l'a prononcée lors d'une conférence d'instructeurs militaires il y a 21 ans. Une pause. J'étais dans la salle. Le monde s'est arrêté une seconde. Une seule seconde. Puis Marat Dubois, la fille de la 14F, la technicienne sans uniforme et sans accréditation visible, qui avait gardé son calme quand tout avait échoué, qui avait atterri un avion blessé avec 19 M de marge, qui avait pensé à son père à chaque instant, sans laisser la peur prendre. Les commandes. Marat Dubois s'est appuyée sur le panneau et a pleuré pour la première fois de la matinée. Elle a pleuré. L'avion s'est arrêté, mais le monde non. Dehors, les véhicules d'urgence ont encerclé l'appareil en moins de 40 secondes. Lumière rouge et orange tournoyant sur l'asphalte mouillé de Bordeaux. Équipe médicale en position. Unité de sécurité bouclant le périmètre. À l'intérieur, 143 personnes respiraient encore, toutes. Marat s'est essuyé le visage du revers de la main une fois, puis a respiré profondément et est redevenue elle-même. Leclerc l'a observé sans rien dire. Il n'était pas nécessaire de dire quoi que ce soit. Félix Durand complétait les procédures post-atterrissage avec des mains qui, pour la première fois en 2 heures, n'étaient pas complètement fermes. Il les a laissées trembler. Il l'avait mérité. La porte avant s'est ouverte 4 minutes après l'atterrissage. Les passagers ont commencé à sortir dans l'ordre. Inès les guidait d'une voix calme, un par un, sans hâte, sans chaos. Thomas est sorti main dans la main avec sa mère. Sur la dernière marche de la passerelle, il s'est arrêté. Il a regardé le ciel de Bordeaux clair, bleu, froid et propre. Puis il a regardé la piste, les 19 M d'asphalte qui restaient entre le train avant de l'avion et la fin de la piste. 19 M. Thomas les a mesurés avec ses yeux, comme seuls les enfants de 7 ans mesurent avec tout leur corps. Puis il a regardé sa mère. « C'était suffisant », a-t-il dit. Sa mère n'a pas répondu, elle l'a juste soulevé dans ses bras et l'a serré avec une force que Thomas n'oublierait jamais. Marguerite, la vieille Française du siège 16B, est descendue lentement par la passerelle. Marc l'a accompagnée. Quand elle a posé le pied sur l'asphalte, elle s'est arrêtée un instant, a fermé les yeux, a respiré l'air de Bordeaux, puis a ouvert les yeux et a regardé Marc. « Vous savez, » dit-elle à voix très douce, « je me souviens d'avoir à choisir. » Marc a souri. « Je sais, » a-t-il répondu. Il ne savait pas si c'était vrai, mais ça sonnait vrai et à ce moment-là, c'était suffisant. Didier Bertrand fut le dernier à sortir. Non par choix. 2 agents de sécurité l'attendaient au pied de la passerelle. Sans menottes, sans scène. Juste 2 hommes debout qui le regardaient descendre avec une expression qui n'avait pas besoin de mots. Didier hésita sur la dernière marche. Regarda en arrière vers l'intérieur de l'avion comme s'il s'attendait à voir quelque chose. Comme s'il cherchait quelqu'un. Puis il est descendu, les agents se sont placés à ses côtés et les 3 ont marché vers un véhicule qui attendait en bord de piste. L'attaché case en cuir noir était porté par l'un des agents,
Didier ne l'a pas regardé. Elena Bazari, la femme du Septa, est sortie sans hâte, cheveux foncés, petites lunettes, le livre fermé sous le bras. Personne ne l'a applaudi. Personne ne savait qui elle était. 3 personnes en civil l'attendaient au pied de la passerelle. Elles ont échangé quelques mots à voix basse. Elena a hoché la tête une fois. Elle s'est retournée et a regardé l'avion un instant. Puis elle a continué à marcher, sans regarder en arrière, avec la détermination tranquille de quelqu'un qui avait un rendez-vous à Lisbonne dans 10 jours et n'avait aucune intention de le manquer. Mara fut la dernière à sortir du cockpit. Leclerc la laissa passer la première. Elle refusa le geste d'un léger mouvement de tête. « Vous d'abord, commandant. » Leclerc la regarda une seconde, puis sortit. Félix sortit derrière, et Mara resta seule dans le poste de pilotage pendant exactement 12 secondes. Elle regarda les panneaux, les instruments s'éteignant un à un, le siège vide du commandant, le carnet de Félix, avec ses annotations encore ouvertes sur le panneau, la valve manuelle du circuit hydraulique, qui était toujours dans la position où elle l'avait laissée. Chouah! Seconde. Puis elle est sortie. Le soleil de Bordeaux était doux pour un mois de février. Mara est descendue lentement par la passerelle. Quand ses pieds ont touché l'asphalte, elle a senti le sol d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie. Ferme, réel, sien. Un médecin s'est approché pour l'examiner. Elle l'a laissé faire. Tension artérielle, fréquence cardiaque, saturation en oxygène, tout dans les plages normales. Le médecin l'a regardée avec une expression qui mêlait professionnalisme et quelque chose qu'il ne savait pas où mettre. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. Mara a réfléchi un instant à la question. « Je dois aller à Lisbonne » répondit-elle. Le médecin a cligné des yeux. « Mademoiselle, vous venez de... Je sais ce que je viens de faire. » Sa voix était douce, sans dureté. « Mon père est dans un hôpital à Lisbonne. Je dois y aller. » Le médecin a hoché la tête lentement. Il n'a rien dit de plus. C'est Inès qui s'est approchée, 10 minutes plus tard. Elle s'est plantée devant Mara, avec une expression qui ne ressemblait en rien au sourire en plastique du début. « Quand vous êtes monté dans l'avion ce matin, dit-elle à voix basse, je vous ai regardé, et j'ai pensé que vous étiez une passagère de plus. » Mara l'a regardé. « J'étais une passagère de plus. » Inès a secoué lentement la tête. « Non, une pause. Merci. » Mara n'a pas répondu immédiatement, puis a hoché la tête une fois brièvement, comme son père aurait hoché la tête. Leclerc l'a trouvé près d'un des véhicules de secours. Il apportait 2 cafés dans des gobelets en carton. Il lui en a offert un sans demander. Mara l'a accepté. Ils ont bu en silence un instant. L'asphalte sentait le kérosène et la terre humide. Les équipes techniques inspectaient déjà l'avion. Les Rafales avaient atterri sur une piste parallèle et leurs pilotes marchaient vers la zone de coordination. Tout avait l'aspect ordonné et froid des choses qui se produisent après que le pire soit passé. « J'appellerai Claude », dit Leclerc soudain. Mara le regarda. « Vous le connaissez bien. Nous avons volé ensemble 3 mois en 97. Une pause. C'était le meilleur instructeur que j'ai eu, et le plus impossible. » Mara baissa les yeux vers le café. Quelque chose en elle bougea. « Il a beaucoup de mal à être au sol, » dit-elle à voix basse. « Il n'a pas volé depuis 2 ans et parle toujours des avions comme s'ils allaient l'attendre. » Leclerc hocha la tête. « Les bons pilotes le font toujours. » Silence. « Savez-vous ce qui lui est arrivé ?» demanda Mara. C'était la première fois qu'elle le demandait à voix haute à quelqu'un d'autre qu'elle-même. « Je sais qu'il a eu un problème cardiovasculaire. » Leclerc choisit les mots avec soin. « Je sais qu'il est sous observation depuis un certain temps et je sais qu'il a une fille qui travaille sur un aérodrome à Lyon et qui lit des manuels techniques au lieu de romans. » Mara l'a regardé. Les yeux de Leclerc avaient quelque chose qui n'était pas de la pitié. C'était quelque chose de plus difficile à supporter que la pitié. C'était de la reconnaissance. « Depuis combien de temps ne l'avez-vous pas vu ?» demanda Leclerc. « 4 mois. »« Eh bien, il est temps. » C'est alors que Félix Durand s'est approché. Il tenait le carnet de notes à la main, l'a ouvert à la page où il avait écrit la séquence de descente que Mara lui avait dictée. Il l'a arrachée avec soin, la lui a remise pour qu'elle se souvienne que c'est arrivé, dit-il. Mara a regardé la feuille, sa propre séquence, écrite de l'écriture serrée et précise de Félix. Elle l'a pliée avec soin, l'a rangée dans la poche de son sac à dos, en tissu usé. « Dites à votre fille, » dit Mara sans le regarder, « d'étudier les systèmes hydrauliques avant les moteurs. Les moteurs font du bruit quand ils tombent en panne. Les systèmes hydrauliques tombent en panne en silence. » Félix l'a regardé. « Je lui dirai. » Et qu'elle ne laisse personne lui dire qu'être trop calme est un défaut. Félix n'a pas répondu immédiatement, puis a hoché la tête lentement, avec tout le poids de ce qu'il avait vu ce matin-là derrière ce geste. 3 heures après l'atterrissage à Bordeaux,
Les autorités ont confirmé les premiers résultats de l'enquête. L'inspecteur suspendu d'Air Nord avait été arrêté à Paris avant que l'avion ne touche terre. L'intervention dans le système hydraulique avait été exécutée pendant la maintenance nocturne de l'appareil. Didier Bertrand avait coopéré avec les autorités dès le premier instant au sol. Sa fille, qui avait été localisée saine et sauve en moins de 90 minutes grâce aux informations qu'il avait fournies, a été réunie avec sa mère le soir même. Elena Bazari a été transférée à Lisbonne par un vol privé avec escorte de sécurité. Sa déclaration devant le tribunal européen était toujours maintenue. Félix Durand a appelé chez lui depuis l'aéroport de Bordeaux. Sa femme a décroché au premier signal. Il n'a pas dit grand-chose. Il en a dit suffisamment. Quand il a raccroché, il a regardé le téléphone un instant. Puis il a cherché le numéro de sa fille. Il lui a envoyé un message, seulement 2 lignes. Étudie les systèmes hydrauliques avant les moteurs. Une personne que tu rencontreras bientôt te l'expliquera. Inès a remis son rapport à la compagnie aérienne le soir même. Dans la section des observations, où elle écrivait normalement 2 lignes sur l'état général du vol, elle a écrit 4 pages. La dernière phrase disait « La passagère du siège 14F a sauvé ce vol. Son nom est Mara Dubois. Que cela soit acté. » Mara a obtenu une place sur un vol pour Lisbonne le soir même. Classe économique, siège arrière, sans bagages en soute, comme le matin, comme toujours, quand l'avion a décollé de Bordeaux et que les lumières de la ville sont devenues petites en dessous, Mara a regardé par la fenêtre. Le ciel nocturne était clair, rempli d'étoiles. Et pour la première fois de la journée, elle n'a pas écouté les moteurs. Elle les a juste entendus fonctionner. Et elle a fermé les yeux et a pensé à son père et a souri. Des semaines plus tard, l'hôpital de Lisbonne avait de grandes fenêtres. C'est la première chose que Mara a remarqué en arrivant cette nuit-là. Des fenêtres qui laissaient entrer le ciel, comme si celui qui l'avait conçu avait compris qu'il y a des gens qui ont besoin de voir l'horizon pour continuer à respirer. Claude Dubois était l'une de ces personnes. Il était éveillé quand elle est entrée, maigre, plus qu'elle ne s'en souvenait. Les cheveux complètement blancs. Maintenant, les mains sur le drap avec cette quiétude qu'ont les mains des pilotes quand ils n'ont pas de commandes à tenir. Mais ses yeux étaient les mêmes, exactement les mêmes. Mara s'est arrêtée à la porte, l'a regardée. Il l'a regardée. 2 secondes de silence qui contenaient 4 mois de distance et une matinée entière au-dessus des nuages. « Tu es en retard », dit Claude. Sa voix était plus faible, mais le ton était identique. Mara entra et s'assit sur la chaise près de son lit. « J'ai eu un contretemps. »« Quel genre de contretemps ?» Elle le regarda. « Le vol a eu un problème technique. » Claude a froncé les sourcils légèrement. « À quel point grave ? » Moteur droit en panne progressive, système hydraulique manipulé, un moteur pour atterrir sur une piste courte avec un vent de travers de 11 nœuds. Silence. Claude l'a étudié un long moment. Et nous avons atterri. 19 mètres de marge. Un autre silence plus long. Qui pilotait ? Le commandant Leclerc. Claude a cligné des yeux une fois. Ernest Leclerc vous envoie le bonjour. Claude a fermé les yeux un instant. Quand il les a ouverts, ils avaient quelque chose de différent. Quelque chose que Mara a mis 1 seconde à identifier. De la fierté, non pas la fierté bruyante qui s'annonce. L'autre, la silencieuse, la profonde, celle qui pèse plus. « As-tu eu peur ?» demanda-t-il à voix basse. Mara a réfléchi honnêtement à la question. « Oui. Et qu'as-tu fait avec ça ?» Elle l'a regardé droit dans les yeux. « Je l'ai laissé en dehors du cockpit. » Claude n'a pas répondu immédiatement. Il avait les yeux fixés sur elle avec une fixité que Mara connaissait depuis l'âge de 6 ans. Le regard avec lequel son père regardait les horizons avant de décoller, comme s'il calculait tout ce qui allait arriver. Puis il a levé lentement sa main droite, avec effort, et l'a posée sur la sienne sans rien dire de plus, sans avoir besoin de dire quoi que ce soit de plus. Mara est restée à Lisbonne 4 jours. Elle dormait sur le canapé de la chambre d'hôpital. Le matin, elle lui apportait du café de la machine du couloir, et il faisait semblant que c'était bon pour ne pas l'inquiéter. L'après-midi, il parlait d'avions, de systèmes, de vols qu'il avait faits, et qu'elle connaissait par cœur parce qu'elle les avait entendus 100 fois. Un après-midi, Claude lui a demandé des nouvelles de l'inspecteur suspendu, de Didier Bertrand, d'Elena Bazari. Mara lui a tout raconté calmement, avec précision, comme il lui avait appris à raconter les choses importantes. Claude a écouté sans interrompre. Quand elle a eu fini, il a regardé par la grande fenêtre de l'hôpital. Le ciel de Lisbonne avait ce bleu intense que seules les villes proches de la mer ont. « Sais-tu ce qui me rend le plus heureux dans tout ça ?» dit-il. « Quoi ? Que tu n'aies pas laissé cet avion à moitié ?» Mara fronça légèrement les sourcils. « À moitié. Il y a des gens qui savent faire les choses. »
Claude regardait toujours le ciel, et il y a des gens qui les font. La différence n'est pas dans le talent. Elle est dans le moment où tu décides que la peur ne sera pas celle qui décidera pour toi. Une pause. Tu as décidé. Cela n'a pas de prix. Mara n'a pas répondu, mais quelque chose en elle qui était tendu depuis des mois s'est relâché lentement, comme un nœud qui cède. La veille de son retour à Lyon, Mara a reçu un appel, numéro inconnu. C'était le directeur des opérations d'Air Nord. Il lui a offert un poste non pas de technicienne de maintenance, mais de consultante en sécurité des systèmes en vol, avec accès au cockpit, avec formation officielle, avec la possibilité de compléter sa licence commerciale, avec le soutien de la compagnie aérienne. Mara a écouté, en silence. Quand il a eu fini, elle a demandé « Pourquoi moi ?» Parce que le commandant Leclerc a écrit un rapport de 4 pages, une pause. Et parce que l'hôtesse de l'air Inès en a écrit 4 autres, une autre pause. Et parce que Félix Durand a appelé personnellement pour dire que sa fille de 9 ans veut devenir ingénieure aéronautique et qu'il veut que vous soyez son mentor quand elle sera grande. Mara a regardé par la fenêtre de l'hôpital. Le ciel de Lisbonne, bleu, clair, immense. « J'y penserai », dit-elle. Raccrocha, regarda le téléphone un instant, puis entra dans la chambre de son père. Claude était assis sur le lit, plus droit que les jours précédents. Il la regarda entrer. Bonne nouvelle. Peut-être. Il attendit. Mara s'assit sur la chaise habituelle. On me propose un poste chez Air Nord, conseil en sécurité, licence commerciale incluse. Claude n'a rien dit immédiatement. Il a regardé ses mains sur le drap, puis elle. Et l'aérodrome de Lyon sera toujours là. Et toi? Mara a pensé au panneau hydraulique, à la valve manuelle, aux 19 mètres d'asphalte, au bout de la piste de Bordeaux, à Thomas posant sa main sur la vitre, à Marguerite, plus lentement, à Leclerc, disant son nom de famille pour la première fois, à Félix écrivant dans son carnet, à son père, toujours à son père. « Je crois, dit-elle lentement, qu'il y a des choses qu'on apprend pour soi, et il y a des choses qu'on apprend pour pouvoir les donner aux autres. » Claude la regardait. Ses yeux avaient cet éclat que Mara avait rarement vu dans sa vie, les mêmes fois que ça avait vraiment compté. « Tu as bien appris ?» dit-il à voix très basse. Mara est retournée à Lyon le lendemain, sur le vol de retour, siège côté fenêtre. Elle a regardé le ciel pendant tout le trajet. Elle n'a pas écouté les moteurs avec inquiétude, elle les a écoutés avec gratitude. Ils ont atterri sans incident. Elle est sortie la dernière. Des semaines plus tard, dans un tribunal de Lisbonne, Elena Bazari s'est assise devant la Cour européenne et a témoigné pendant 4 heures. Sa voix n'a pas tremblé une seule fois. Des semaines plus tard, Thomas a dessiné dans son cahier d'école un avion avec un seul moteur entouré de 2 petits chasseurs. Sa maîtresse lui a demandé ce que c'était. « Un avion qui n'est pas tombé », a-t-il répondu. La maîtresse n'a pas su quoi dire. Thomas dessinait déjà autre chose. Des semaines plus tard, Félix Durand est rentré plus tôt que d'habitude. Sa fille de 9 ans était à table en train de faire ses devoirs. Il s'est assis à côté d'elle, a ouvert le tiroir et a sorti un manuel technique sur les systèmes hydrauliques. Il l'a posé sur la table. Elle l'a regardé. « Qu'est-ce que c'est ?»« L'endroit où tout commence », a-t-il dit. Elle l'a ouvert et a commencé à lire. Et Mara Dubois est retournée à l'aérodrome de Lyon un lundi matin. Elle est arrivée à l'heure. Comme toujours. Elle a enfilé sa combinaison de travail. Comme toujours, elle a ouvert le premier panneau de la journée et avant de commencer, elle a mis la main dans la poche de son sac à dos en tissu usé et a sorti la feuille pliée. La séquence de descente écrite de l'écriture serrée de Félix Durand. Elle l'a regardée un instant, l'a repliée, l'a rangée et a commencé à travailler avec des mains qui ne tremblaient pas, avec le calme que son père lui avait appris, avec la connaissance qu'il y a des choses que personne ne peut vous enlever, parce qu'elles ne sont pas dans un titre, elles ne sont pas dans un uniforme, elles ne sont pas dans le bon nom de famille, ni dans la bonne académie, ni dans le bon siège. Dans ce que vous faites quand le moteur tombe en panne et que le sol est loin et que la peur frappe à la porte, elles sont dans le choix, à chaque fois, de la laisser en dehors du cockpit. Les avions n'ont pas peur, la peur est tienne. Laisse-la en dehors du cockpit.